Un mardi tranquille, sans coup de feu ni foule, des convois agricoles sont arrêtés au nord et un décret silencieux redessine soudain les règles du jeu national. L'interdiction des semences et engrais occidentaux, malgré environ 2,7 milliards de dollars d'échanges sacrifiés, est présentée comme une rupture stratégique plutôt qu'un suicide économique assumé. Que signifie ce pari pour vous quand Ibrahim Traoré affirme que la liberté alimentaire se cultive d'abord dans le sol et non dans les contrats étrangers? Une souveraineté semée avec des risques immédiats et des conséquences durables. La promesse affichée est simple en apparence, mais lourde de conséquences réelles. Cette décision affirme que l'autonomie agricole doit primer sur la stabilité offerte par les chaînes d'approvisionnement mondiales. Pour le Burkina Faso, l'enjeu n'est pas seulement de produire autrement, mais de redéfinir ce que signifie se nourrir sans dépendre d'acteurs extérieurs. Le bénéfice annoncé, en 10 mots précis, est clair: reprendre le contrôle des semences, du sol et du calendrier agricole. Mais le risque immédiat est tout aussi concret. Couper des importations massives signifie accepter des tensions sur les prix, des rendements incertains et une phase d'apprentissage coûteuse pour les producteurs. Ce choix engage l'État, les agriculteurs et les consommateurs dans une même trajectoire, sans filet de sécurité classique. Il transforme une politique agricole en pari collectif, où chaque récolte devient un indicateur politique autant qu'économique. La question centrale n'est donc pas idéologique, mais pratique. Combien de temps une société peut-elle supporter l'incertitude avant de voir les bénéfices promis émerger réellement ? En moins de 6 mois, le scénario annoncé comme catastrophique ne s'est pas matérialisé. Malgré l'arrêt brutal des intrants occidentaux, la production locale a commencé à compenser une partie du choc, tandis que la société s'est réorganisée autour de nouvelles pratiques. Un chiffre domine le débat. Environ 2,7 milliards de dollars d'importations agricoles ont été sacrifiés d'un côté, alors qu'une valeur estimée à 1,4 milliard de production interne a émergé de l'autre, selon le récit source. Pour comprendre ce basculement, il faut revenir au cadre hérité. Depuis des décennies, l'agriculture burkinabé reposait sur des semences importées non reproductibles et des engrais chimiques présentés comme indispensables. Ce modèle promettait des rendements rapides, mais il liait les agriculteurs à des fournisseurs extérieurs, fixant les prix, les calendriers et parfois même les cultures. La dépendance n'était pas visible dans les champs, elle apparaissait dans les contrats et les factures. Lorsque Ibrahim Traoré valide l'interdiction, le geste est lu à travers 2 prismes opposés. À l'extérieur, il est décrit comme un risque de famine auto-infligé. À l'intérieur, il est perçu comme la fin d'un contrat invisible qui limitait la marge de manœuvre des producteurs. Le décret ne cible pas seulement des produits, mais un système d'incitation où le progrès était confondu avec l'importation. Dans ce contexte, la réaction sociale devient centrale. Les villages ne se contentent pas d'obéir à une directive. Ils réactivent des savoirs anciens, remis en circulation par des agronomes et des radios locales. Des semences traditionnelles, marginalisées par le marché mondial, reprennent place dans les sols. Le changement est lent, parfois hésitant, mais il modifie la perception du risque. Perdre en rendement à court terme semble moins coûteux que perdre le contrôle à long terme. Ce mini-révélateur éclaire l'enjeu réel. La décision n'est pas un refus du commerce, mais une tentative de redéfinir le point d'équilibre entre autonomie et exposition. La question ouverte au départ commence ici à trouver une réponse partielle. Pour saisir les premiers effets concrets de cette rupture, le récit se resserre autour de figures ordinaires devenues symboliques. Dans une province rurale, un agriculteur âgé, Yacouba, évoqué dans le contenu source, incarne cette transition silencieuse. Depuis des décennies, il cultivait avec des semences achetées dépendant de calendriers et de coûts qu'il ne maîtrisait pas. L'interdiction le place face à une incertitude réelle, mais aussi face à une mémoire agricole longtemps mise de côté. Autour de lui, les changements apparaissent d'abord modestes. Des coopératives locales se forment pour partager des graines indigènes et produire du compost à partir de fumier, de cendres et de résidus végétaux. Les radios communautaires diffusent des conseils pratiques, transformant l'information en outil de survie économique. Ces gestes
ne compensent pas immédiatement les pertes, mais ils réduisent l'isolement des producteurs. Dans les familles, l'impact est visible autrement. Les enfants participent au champ, non par nécessité absolue, mais comme transmission d'un savoir que l'on croyait obsolète. Les femmes, souvent responsables des potagers, deviennent actrices centrales de cette adaptation, en organisant la production et la vente d'engrais naturels. Le changement ne se mesure pas seulement en tonnes récoltées, mais en rôles redistribués. Ce personnage relais n'est pas héroïsé, il sert de point d'ancrage. À travers lui, la décision politique cesse d'être abstraite. Elle se traduit par des choix quotidiens, parfois inconfortables, parfois porteurs d'un regain de dignité. Et voici ce qui devient clair. Ce basculement transforme une dépendance silencieuse en responsabilité partagée, avec ses coûts immédiats et ses apprentissages forcés. Le déclencheur est administratif, presque banal dans sa forme, mais radical dans ses effets. Un décret présidentiel met fin, sans phase transitoire longue, aux importations de semences et d'engrais occidentaux. En quelques heures, des convois sont immobilisés, des contrats deviennent caducs et les acteurs du marché comprennent que le cadre a changé. Avant, l'agriculture fonctionnait sous perfusion extérieure. Après, elle doit se réinventer avec ce qui est déjà là. Le premier pic de tension apparaît rapidement. Les marchés urbains ressentent la rupture. Les prix du riz et du maïs importés augmentent fortement, l'offre se contracte et les habitudes de consommation sont bousculées. Les agriculteurs, de leur côté, font face à un vide opérationnel. Les intrants familiers disparaissent, remplacés par des méthodes qu'ils connaissent parfois seulement par récits familiaux. Le risque est tangible et les avertissements d'experts étrangers annoncent une crise imminente. Puis viennent les répliques, moins visibles mais structurantes. Le gouvernement lance l'opération Souveraineté verte, conçue pour restaurer environ 1 million d'hectares de terres agricoles à partir de semences locales. Des équipes techniques sont envoyées dans les villages pour transmettre des pratiques de fertilisation organique, utilisant des ressources disponibles sur place. Ce n'est pas une innovation technologique spectaculaire, mais une recomposition méthodique des savoirs existants. Dans le même temps, les communautés s'organisent. Des coopératives émergent pour mutualiser les semences, tandis que des bibliothèques de graines, fermées depuis des années, rouvrent progressivement. Les provinces échangent leur surplus. L'eau ici, les semences là-bas, le travail ailleurs. Cette coordination horizontale réduit la dépendance à un centre unique et transforme la pénurie en incitation à collaborer. Sur le plan symbolique, la dynamique s'intensifie. Des cérémonies locales marquent la fin de l'usage des semences importées, perçues comme le signe d'une dépendance révolue. Les médias nationaux relaient un nouveau discours, où le sol devient un acteur central du récit collectif. Ibrahim Traoré apparaît alors non seulement comme l'initiateur du changement, mais comme le point de convergence d'un imaginaire renouvelé autour de la dignité agricole. À l'extérieur, les réactions s'enchaînent. Les entreprises occidentales suspendent leurs expéditions. Les institutions financières internationales qualifient la décision de nationalisme agricole et les capitales étrangères débattent de l'effet d'entraînement possible. À l'intérieur, malgré les difficultés, aucune panique généralisée n'émerge. La société entre dans une phase d'adaptation contrainte où chaque acteur ajuste ses attentes. La séquence avant-après révèle ainsi une transformation progressive. Ce qui commence comme une rupture brutale évolue en processus cumulatif, fait de tensions, d'ajustements et de réappropriation. L'événement initial cesse d'être un choc isolé pour devenir une trajectoire, dont les effets continuent de se déployer bien au-delà du décret fondateur. Avant la décision, le point de référence est clair. L'agriculture burkinabé dépendait massivement d'intrants importés, représentant environ 2,7 milliards de dollars de flux commerciaux annuels. Après l'interdiction, ce volume disparaît presque entièrement, remplacé par une montée progressive de la production locale, évaluée à 1,4 milliard de dollars sur la même période. Ce basculement ne comble pas totalement l'écart, mais il réduit de manière significative l'exposition extérieure. En termes simples, chaque dollar non importé devient un dollar de risque en moins face aux chaînes mondiales. Le premier indicateur concerne les prix alimentaires. Dans les mois qui suivent, les produits importés voient leur prix augmenter fortement sur les marchés urbains. Cette hausse est un effet mécanique de la rareté et du coût logistique.
En revanche, les cultures de local traditionnelles, comme le mil ou le sorgho, montrent une plus grande stabilité relative. Cela ne signifie pas qu'elles deviennent immédiatement abondantes, mais qu'elles amortissent une partie du choc. Le delta ici est qualitatif. La volatilité se déplace des produits locaux vers les produits importés, inversant la vulnérabilité habituelle. Le deuxième indicateur porte sur la surface agricole restaurée. Le programme gouvernemental vise environ 1 million d'hectares remis en culture à partir de semences indigènes. Ce chiffre, pris isolément, ne garantit ni rendement ni autosuffisance. Son importance réside dans l'échelle. Il signale que l'intervention ne se limite pas à des projets pilotes, mais cherche à modifier la structure même de la production. La variation par rapport à la situation initiale est donc spatiale. Plus de terres actives sous contrôle local, moins de dépendance à des intrants achetés. Le troisième indicateur est social et organisationnel. Même si le contenu source ne fournit pas de statistiques fines sur l'emploi, il décrit une mobilisation large. Coopératives, étudiants, fonctionnaires et familles participent à la production et à la distribution d'engrais organiques. Le changement mesurable ici n'est pas chiffré en unités classiques, mais en capacité collective. Là où l'ancien modèle externalisait la solution, le nouveau internalise l'effort. Ces données doivent être lues avec prudence. Elles ne prouvent pas un succès définitif, mais elles invalident certaines prédictions initiales. La famine annoncée ne se matérialise pas dans l'immédiat. La production locale, bien que partielle, compense suffisamment pour maintenir un équilibre précaire. Dans ce cadre, Ibrahim Traoré n'apparaît pas comme le garant d'un résultat chiffré parfait, mais comme l'initiateur d'un déplacement des indicateurs de réussite. Moins d'importation, plus de contrôle, plus de résilience. Le cœur de la preuve quantitative n'est donc pas un triomphe économique net. C'est un delta de trajectoire. Le pays passe d'une dépendance mesurable et rigide à une autonomie incomplète mais extensible. La question ouverte posée plus tôt trouve ici une réponse intermédiaire. La rupture coûte cher à court terme, mais elle produit des signaux mesurables de stabilisation là où l'effondrement était annoncé. Les critiques les plus solides ne portent pas sur l'intention, mais sur la viabilité. Rompre brutalement avec des intrants importés expose un pays enclavé à un risque alimentaire structurel. Les semences locales peuvent être adaptées au climat, mais leurs rendements sont souvent inférieurs à court terme. Sans stock suffisant ni amortisseur financier, une mauvaise saison peut rapidement se transformer en pénurie, surtout en zone urbaine où l'autoproduction est limitée. Deuxième argument, l'autonomie affichée peut masquer un coût caché. En substituant des importations par des efforts internes, l'État transfère la charge vers les ménages et les communautés. Le temps consacré à produire du compost, à réapprendre des techniques oubliées et à coordonner localement représente un coût d'opportunité. Dans cette lecture, la souveraineté agricole n'est pas gratuite. Elle est payée en travail supplémentaire, en incertitude et en renoncement à des gains rapides. Ces objections méritent d'être prises au sérieux car elles s'appuient sur des expériences passées dans d'autres pays. Toutefois, le contenu source apporte des éléments de réponse partielle. D'abord, la décision ne s'accompagne pas d'un retrait total de l'État. Les réserves nationales sont mobilisées pour importer des biens essentiels non agricoles afin de contenir les tensions les plus critiques. Cela réduit le risque d'un effondrement systémique immédiat. Ensuite, la redistribution de l'effort est présentée comme un choix assumé plutôt qu'un effet secondaire. Le modèle précédent externalisait la sécurité alimentaire vers des fournisseurs étrangers au prix d'une dépendance durable. Le nouveau modèle internalise le coût, mais aussi la capacité d'adaptation. Les coopératives, les échanges interprovinciaux et la diffusion de savoir via les radios locales montrent que la charge n'est pas supportée isolément, mais mutualisée. Enfin, l'argument du rendement strict ignore un facteur clé, la résilience. Même si la production locale reste inférieure au niveau antérieur, sa stabilité relative face au choc extérieur modifie le calcul du risque. La critique la plus forte n'est donc pas réfutée, mais déplacée. Le débat n'oppose plus efficacité immédiate et idéologie, mais dépendance optimisée et autonomie imparfaite. C'est dans cet espace intermédiaire que se joue la crédibilité réelle de la décision.
À ce point du récit, la décision cesse d'être seulement économique, elle change de nature. Ce qui semblait être une politique agricole risquée apparaît désormais comme une stratégie de reconfiguration du pouvoir. Le cœur du basculement n'est ni le rendement ni le commerce, mais le contrôle des conditions mêmes de la production. En plaçant la terre au centre, le pays réduit l'influence indirecte exercée par les contrats, les normes techniques et les calendriers imposés de l'extérieur. Ce révélateur intermédiaire modifie la lecture des événements précédents. Les hausses de prix, les efforts collectifs et les ajustements sociaux ne sont plus des dommages collatéraux temporaires, mais des mécanismes de transition. Ils signalent un déplacement du levier principal, de l'importation vers la capacité locale à décider, même sous contrainte. Le sol n'est plus seulement un support productif, il devient un espace politique. Dans cette perspective, Ibrahim Traoré n'apparaît pas comme un gestionnaire cherchant l'équilibre optimal à court terme. Il agit comme un catalyseur, forçant une recomposition rapide là où l'inertie dominait. Le risque est assumé précisément pour provoquer ce réapprentissage accéléré, impossible dans un cadre stable, mais dépendant. Révèle donc l'essentiel. Le pari ne vise pas d'abord l'abondance, mais la maîtrise. Une fois ce filtre appliqué, les choix antérieurs prennent une cohérence nouvelle et les conséquences à venir peuvent être évaluées autrement. Les effets concrets de la décision se lisent différemment selon les acteurs concernés. Et c'est dans cette dispersion que se mesure sa portée réelle. Pour l'État d'abord, la rupture modifie la gestion des priorités. En renonçant à une partie des importations agricoles, les ressources disponibles sont redéployées vers des biens essentiels non agricoles comme le carburant ou certains produits stratégiques. Cette réallocation ne crée pas d'abondance, mais elle réduit la vulnérabilité au choc extérieur immédiat. Le pouvoir public gagne une marge de manœuvre politique au prix d'une pression accrue sur la coordination interne. Du côté des entreprises, l'impact est contrasté. Les sociétés liées aux chaînes d'importation perdent des contrats et des volumes, parfois brutalement. En revanche, des acteurs locaux émergent autour de la transformation, du stockage et de la distribution de produits agricoles indigènes. Ces activités restent de petite taille, mais elles déplacent la valeur ajoutée à l'intérieur du pays. Le tissu économique devient moins intégré aux flux mondiaux, mais plus ancré localement, avec une croissance plus lente et moins dépendante de devises. Pour les citoyens, la conséquence la plus visible est le changement des habitudes. Les ménages urbains subissent la hausse des prix des produits importés et doivent ajuster leur consommation. Les ménages ruraux, eux, voient leurs efforts augmenter, mais aussi leur autonomie décisionnelle. Le travail est plus intense, l'incertitude réelle, mais la perception du contrôle change. Produire ce que l'on consomme, même en moindre quantité, est vécu comme une forme de sécurité active plutôt que comme une dépendance passive. À l'échelle régionale, enfin, le signal dépasse les frontières. La décision est observée attentivement par d'autres pays confrontés à des dilemmes similaires. Elle ne constitue pas un modèle immédiatement reproductible, mais un précédent. Le débat régional se déplace. Il ne porte plus seulement sur l'accès aux intrants, mais sur le degré acceptable de dépendance structurelle. Cette reconfiguration du discours inquiète certains partenaires extérieurs et inspire des initiatives exploratoires d'armes ailleurs. Dans ce jeu d'effets croisés, Ibrahim Traoré apparaît comme le point nodal d'une redistribution des coûts et des bénéfices. Les gains ne sont ni rapides ni uniformes, et les pertes sont bien réelles pour certains acteurs. Pourtant, la conséquence la plus durable n'est pas économique au sens strict, elle est cognitive et politique. La société réévalue ce qu'elle accepte d'échanger contre la stabilité. Le pari redéfinit les termes du choix collectif. La promesse suspendue au milieu du récit trouve ici un premier aboutissement. Les conséquences ne confirment ni l'effondrement annoncé, ni un succès immédiat. Elles dessinent un terrain intermédiaire, fait de contraintes assumées et de capacités reconstruites où chaque groupe apprend à opérer autrement. Sur l'horizon des prochains mois, 3 trajectoires plausibles se dessinent, chacune conditionnée par des choix précis plutôt que par une fatalité abstraite. Le scénario de base suppose une continuité prudente. Si les pratiques locales continuent de se diffuser au rythme actuel, alors la production reste inférieure au niveau antérieur, mais suffisamment stable pour éviter une crise aiguë. Les prix demeurent élevés en zone urbaine, tandis que les zones rurales consolident lentement leur capacité.
Dans cette hypothèse, le système tient sans exceller. Le scénario optimiste repose sur un enchaînement plus favorable. Si la coordination entre provinces s'intensifie et que les savoirs agronomiques circulent plus efficacement, alors les rendements des cultures indigènes progressent. Cette amélioration ne vient pas d'une rupture technologique, mais d'un apprentissage cumulatif. Les marchés locaux gagnent en fluidité, la pression sur les importations diminue davantage et la confiance collective s'installe. Le coût initial commence alors à être perçu comme un investissement. Le scénario pessimiste, enfin, met en lumière les fragilités persistantes. Si une saison climatique défavorable survient, ou si la mobilisation sociale s'essouffle, alors les marges de manœuvre se réduisent rapidement. Les stocks deviennent insuffisants, les tensions sur les prix s'accentuent, et l'État doit arbitrer entre maintien de la ligne actuelle et ajustement partiel. Ce scénario ne signifie pas un retour immédiat à l'ancien modèle, mais une remise en question de son calendrier et de son intensité. Ces trois lectures la partagent d'un point commun. Aucune ne dépend uniquement de facteurs extérieurs. Les variables clés sont internes, liées à la capacité d'organisation, à la gestion des attentes et à la distribution équitable des efforts. La décision initiale a déplacé le centre de gravité du risque. Désormais, l'incertitude n'est plus importée. Elle est produite et gérée localement. La recommandation intellectuelle qui en découle est simple mais exigeante. Si l'on accepte ce cadre, alors l'évaluation du succès ne doit pas se limiter au volume produit. Elle doit intégrer la capacité du système à absorber les chocs sans perdre le contrôle. C'est sur ce critère, plus que sur des chiffres isolés, que la trajectoire sera jugée dans les mois à venir. À ce stade, la décision cesse d'être un objet lointain et commence à toucher différemment chaque type de public. Pour les citoyens vivant dans des contextes urbains comparables, la situation burkinabé pose une question concrète. Que se passe-t-il lorsque le confort de la stabilité dépend d'acteurs extérieurs invisibles ? La hausse des prix et l'ajustement des habitudes rappellent que la sécurité alimentaire n'est jamais totalement abstraite. Elle se négocie au quotidien, souvent sans être perçue comme telle. Pour les agriculteurs et les communautés rurales, le récit agit comme un miroir plus direct. Il met en lumière la valeur stratégique des savoirs locaux longtemps considérés comme secondaires. La transition décrite n'idéalise pas le retour à des pratiques anciennes, mais montre ce qu'implique leur réactivation sous contraintes modernes. Le travail augmente, la responsabilité aussi, mais le pouvoir de décision change de main. Cette redistribution interroge toute société dépendante de solutions clés en main. Pour les décideurs et les observateurs économiques, l'expérience soulève un autre enjeu, elle oblige à distinguer efficacité immédiate et résilience structurelle. Le cas étudié suggère qu'un système peut accepter une performance moindre à court terme pour réduire un risque plus profond à long terme. Ce compromis n'est ni universel ni indolore, mais il existe. Enfin, pour le spectateur en tant que citoyen global, la projection est plus large. Elle questionne le prix réel de la dépendance et la capacité collective à absorber l'incertitude. Le récit ne demande pas d'adhésion idéologique. Il invite à examiner les marges de choix disponibles lorsque les conditions changent brutalement. À travers ces différents angles, une idée persiste. La souveraineté n'est pas un état, mais un processus. Elle se construit par ajustements successifs. Et chaque société décide jusqu'où elle est prête à aller pour la préserver. Cette interrogation dépasse le cas étudié et renvoie chacun à ses propres lignes de confort. À ce stade, le débat ne porte plus sur le bien fondé initial de la décision, mais sur les conditions de sa soutenabilité. Plusieurs leviers concrets apparaissent dans le cadre décrit par le contenu source. Le premier concerne la structuration de l'apprentissage. Si les savoirs agronomiques locaux sont transmis de manière plus systématique, alors la dépendance aux essais coûteux diminue. Cela implique des équipes techniques présentes dans la durée et non des interventions ponctuelles. Le deuxième levier est organisationnel. La coordination entre régions, déjà amorcée, peut être renforcée par des mécanismes simples de partage des surplus et des manques. Si une province dispose d'eau, une autre de semences et une troisième de main-d'œuvre, alors la mise en commun réduit les déséquilibres.
La mesure du succès, ici, n'est pas la productivité maximale, mais la continuité de l'approvisionnement. Un troisième axe touche à la gestion des périodes critiques. Si l'État anticipe mieux les saisons difficiles, alors l'utilisation ciblée de réserves stratégiques permet d'éviter les ruptures brutales. Cette approche ne contredit pas l'objectif d'autonomie, elle en devient un amortisseur. La souveraineté n'exclut pas la préparation. Dans ce cadre, Ibrahim Traoré apparaît moins comme un décideur isolé que comme l'arbitre d'un processus collectif. Le rôle du pouvoir central est de fixer la direction, mais aussi de calibrer le rythme pour éviter l'épuisement social. La solution n'est donc pas une mesure unique, mais une séquence. Apprendre, coordonner, amortir, puis ajuster. La question ouverte posée plus tôt trouve ici un début de clôture. Si ces étapes sont respectées, alors le pari initial gagne en crédibilité, non par promesse idéologique, mais par capacité d'adaptation mesurable. Le succès éventuel ne viendra pas d'un choc, mais d'une accumulation disciplinée de choix cohérents. Le récit revient là où il a pris corps, au niveau du sol et des visages ordinaires. Yacouba, l'agriculteur évoqué plus tôt, n'est pas devenu plus riche ni plus protégé des aléas climatiques, mais son rapport à la terre a changé. Ce qu'il plante désormais n'est plus dicté par un contrat lointain, mais par une décision collective assumée. Le geste reste le même, les mains dans la terre, pourtant le sens diffère. Cette transformation discrète résume l'essentiel du pari. La politique publique s'est matérialisée dans des routines quotidiennes, parfois lourdes, parfois porteuses d'une fierté retrouvée. Rien n'indique un succès définitif, ni un échec programmé. Ce qui s'est déplacé, c'est la frontière entre contrainte subie et contrainte choisie. Là où la dépendance était silencieuse, l'effort devient visible. Dans cette séquence finale, Ibrahim Traoré apparaît en filigrane, non comme une figure héroïque isolée, mais comme le déclencheur d'un mouvement qui le dépasse. Sa décision n'a pas créé l'autonomie. Elle a rouvert l'espace pour la reconstruire. Les résultats restent inégaux, mais la trajectoire est désormais lisible. La dignité se cultive avant de se mesurer. Ce rappel, simple et sans emphase, referme la boucle narrative. Le sol, la mémoire et la responsabilité s'entrecroisent pour former un héritage encore fragile. La question n'est plus seulement de savoir si le pari était juste, mais s'il pourra être porté dans la durée par ceux qui le vivent chaque jour. À la fin de ce parcours, il ne reste pas une conclusion fermée, mais un espace de réflexion ouvert. L'histoire racontée ici ne se réduit ni à un modèle à copier, ni à un avertissement à éviter. Elle fonctionne plutôt comme un miroir tendu à toute société confrontée à la question de la dépendance structurelle. Jusqu'où accepte-t-on d'échanger de l'autonomie contre de la stabilité apparente, et à quel moment ce compromis devient-il fragile ? Ce cas met en lumière une dimension souvent abstraite. La souveraineté n'est pas seulement une affaire d'État ou de discours, mais de pratiques quotidiennes, de tolérance à l'incertitude et de choix collectifs répétés. Il rappelle que les décisions politiques prennent corps dans des gestes ordinaires, parfois invisibles, mais cumulativement décisifs. Plutôt que de trancher, ce récit invite à la discussion. Quel coût seriez-vous prêt à accepter pour réduire une dépendance jugée excessive ? Où placeriez-vous la limite entre confort immédiat et résilience à long terme ? Les réponses varient selon les contextes, mais la question, elle, dépasse largement le cas présenté. La conversation ne s'arrête donc pas ici. Elle commence là où chacun confronte cette expérience à sa propre réalité et choisit comment penser l'équilibre entre sécurité, contrôle et responsabilité partagée.